Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler quelques instants des climats du monde. En effet, avant d'entrer spécifiquement dans le dérèglement climatique, ses causes, ses conséquences, les différents scénarios qui peuvent se présenter dans notre avenir proche, nous allons porter notre attention sur les climats du monde et leur répartition. Vous n'êtes pas sans savoir que le climat suisse n'est pas le même que le climat brésilien, sud-américain, australien ou camerounais. Et ce n'est pas du tout un hasard puisque les climats régionaux s'expliquent par différents facteurs. D'abord, la latitude. Les régions polaires reçoivent par exemple 3 fois moins d'énergie solaire que les régions équatoriales, ce qui a un impact. De la même manière, la répartition des terres et des mers a une conséquence sur le climat lui-même, puisque la Terre se réchauffe et se refroidit beaucoup plus vite que l'océan. À ça s'ajoutent des courants marins qui viennent également bouleverser la situation climatique dans certains espaces. Enfin, l'influence de la circulation atmosphérique des différentes cellules que l'on avait vues, des anticyclones et des dépressions, ainsi que des massifs montagneux, viennent contribuer à une différenciation des climats en fonction des régions. Mais de quel climat parle-t-on? Le climat, c'est une notion finalement très concrète à travers ses caractéristiques, mais aussi très abstraite en fonction de l'échelle que l'on choisit. Puisque plus l'échelle sera grande, moins les détails pourront être nombreux. Alors qu'à l'inverse, plus vous intéresserez à un espace délimité et précis, plus vous pourrez établir de caractéristiques pour ce climat. Des facteurs géographiques s'exercent à certaines échelles et pas à d'autres. C'est pour ça que lorsque l'on parle de climats zonaux, on est à une échelle où on va distinguer les grands types de climats. Climat des régions tempérées, climat froid, mais aussi climat intertropical. Les deux premiers étant des régions où le rayonnement solaire, le bilan radiatif annuel est plutôt déficitaire, alors que le suivant est une région concernée plutôt par un excédent de rayonnement solaire. Vous en doutez, à cette échelle-là, on a un panorama assez intéressant du globe, mais finalement assez peu représentatif de ce qu'il se passe en Russie, en Suisse ou en Espagne. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'introduire une échelle un peu plus précise, celle des climats régionaux. À cette échelle, on parle d'espaces qui vont de quelques centaines de milliers à quelques millions de kilomètres carrés. Et c'est intéressant parce qu'à cette échelle, les grands mouvements de l'atmosphère tels que les anticyclones s'expriment très clairement. De la même manière, l'influence des grands massifs montagneux est prise en compte puisqu'elle peut avoir un impact. C'est une échelle qui est très intéressante parce qu'elle est pertinente à l'échelle du globe pour comprendre les caractéristiques principales du climat et l'impact du changement climatique. Mais encore une fois, c'est une échelle qui reste assez peu précise si l'on s'intéresse spécifiquement à un pays ou à une région donnée. C'est pour ça qu'il convient à ce moment de parler plutôt de climats locaux. À l'échelle des climats locaux, on est bien évidemment dépendant du climat régional, mais aussi de la topographie et du bilan radiatif local. En d'autres termes, les reliefs ont un impact sérieux. Une forêt, une agglomération, un littoral peuvent connaître un climat spécifique. Et les reliefs sont d'autant plus importants que c'est eux qui vont canaliser les masses d'air et favoriser la formation de brises. Néanmoins, il existe encore une échelle inférieure, celle des microclimats. En effet, vous l'avez sans doute constaté, en Valais par exemple, toutes les régions ne sont pas soumises aux mêmes conditions climatiques. Certaines régions sont un peu plus chaudes, d'autres un peu plus froides, certaines sont plus humides, d'autres sont un peu plus sèches. C'est intéressant parce que sur des espaces de quelques mètres à quelques centaines de mètres, on peut avoir des climats relativement différents, liés notamment à l'énergie solaire ainsi qu'au mouvement de l'air de faible amplitude. Illustration concrète de ce phénomène, si vous observez une forêt, le sous-bois par exemple, c'est-à-dire la partie basse de la forêt, sera généralement plus frais que le sommet des arbres, qui reçoit tout le rayonnement solaire. On parle ici de microclimat. On peut le faire également à l'échelle d'un canton par exemple, ou d'une commune dans certains cas. Voilà ce qu'il en est donc de la répartition de ces grands climats. Nous allons maintenant entrer spécifiquement dans leur analyse, dans la mise en évidence de leurs caractéristiques. Et pour commencer, nous commencerons donc par le froid et le climat polaire. Les climats polaires respectent assez bien l'organisation zonale, puisqu'on trouve des conditions climatiques plutôt comparables autour des deux pôles, avec des hivers longs et froids, auxquels s'opposent des étés généralement courts et frais, moins froids, mais sans être chauds pour autant. Et c'est normal parce que ce sont des régions
qui reçoivent très peu de rayonnement solaire en raison de l'inclinaison du globe terrestre, contrairement à la zone intertropicale qui, elle, en reçoit beaucoup plus. Illustration même de ce phénomène, en hiver, le soleil n'apparaît jamais. Au pôle Nord, cette saison dure théoriquement 6 mois. Théoriquement, nous allons le voir, puisque ce n'est pas tout à fait exact. Les températures sont ainsi plus proches du négatif que du positif, généralement inférieures à moins 10 degrés, et n'approchent véritablement le 0 degré au pôle Nord que durant les mois de juillet et d'août, c'est-à-dire l'été. La moyenne même du mois le plus chaud est généralement inférieure à 10 degrés, et aucun jour de l'année n'est à l'abri des gelées, ce qui témoigne véritablement de ce froid constant. Un froid donc hivernal qui a des conséquences. Il va conditionner toute la vie dans ces latitudes, et surtout il va expliquer la présence d'un sol gelé jusqu'à une grande profondeur, même sous les fonds marins, la durée du manteau neigeux dans certaines régions, l'importance d'une banquise, palustre, lacustre, fluviale et côtière, qui a interdit l'écoulement superficiel pendant près de 200 jours par année, et enfin la persistance d'inland seas au Groenland, en Antarctique, et de calottes insulaires au Spitzberg et aux îles de Baffin. Des conséquences donc très importantes. À ça s'ajoute, et c'est peut-être un peu paradoxal, des précipitations extrêmement faibles. Le monde polaire est touché par la sécheresse. En général, il ne connaît pas plus de 200 mm de précipitations par année, le plus souvent bien évidemment sous forme de neige. Et ces précipitations se produisent principalement en été. C'est tout à fait logique puisque le cœur de l'Antarctique, c'est le siège d'un anticyclone, qui confère une certaine aridité à cette région. C'est, pour faire simple, un véritable désert froid. Et ce désert froid s'étend sur bien des régions justement du nord comme du sud. Même si, bien évidemment, on a certains espaces qui sont un peu plus épargnés, où le climat est un peu moins rude. C'est notamment le cas de la côte occidentale du Groenland, du nord de l'Alaska, de la Finlande et de la Russie d'Europe, qui connaissent un climat un peu moins rude et des précipitations un peu plus abondantes, entre 300 et 500 mm par année. Les variations ne sont pas colossales, mais on a malgré tout un climat un peu plus clément. Qui dit désert, froid, dit aussi vent. En effet, c'est encore une fois peut-être un peu paradoxal puisque les anticyclones garantissent normalement une situation météorologique plutôt calme, mais on peut avoir des grandes turbulences liées au passage de dépressions, d'où le blizzard de l'Antarctique et du Grand Nord canadien. Les régions montagneuses sont également les plus touchées, sont celles qui subissent les vents de gravité les plus importantes, notamment au niveau du Groenland, résultant bien évidemment de l'air lourd, parce qu'il est froid, qui va glisser sur les pentes de ces reliefs. Petite parenthèse sur la nuit polaire, nous l'évoquions précédemment, la nuit polaire dure, je vous l'avais dit 6 mois, pour être tout à fait exact, environ 5 mois, puisque vient ensuite une période de transition d'une durée approximative d'un mois, où on va avoir une alternance de jour et de nuit, avec des jours d'abord très courts qui vont ensuite s'allonger progressivement pour durer jusqu'à 24 heures pendant 5 nouveaux mois, à l'issue desquels va prendre place un nouveau mois de transition qui ramènera la nuit polaire. Ce schéma est bien évidemment l'inverse de celui qu'on retrouve en Antarctique, qui est l'autre terre polaire. Enfin, petite parenthèse sur certains espaces assez particuliers ainsi que sur le climat subpolaire. Lorsque l'on parle d'Arctique, on est dans des espaces qui sont organisés de manière assez particulière. On y trouve un domaine perpétuellement glacé et froid, avec un espace maritime proche du pôle Nord et le cœur du Groenland notamment, qui sont justement très touchés par les glaces et par le gel de surface. Et d'un autre côté, des espaces beaucoup plus libres, celui de l'océan, situé notamment au nord de la Norvège, où justement on a de l'afflux d'eau chaude, suivant les régions, et le passage et l'action de dépressions atmosphériques venues de l'Atlantique, qui vont contribuer à l'élimination des glaces saisonnières. Dans l'hémisphère nord, les hautes latitudes s'organisent donc, du point de vue géographique, autour du froid et de la glace, alors que la périphérie aura plutôt tendance, comme on l'évoquait précédemment, à être un peu plus clémente, même si l'été reste assez discutable. Pour l'Antarctique, on est sur une situation un peu différente,
C'est un paysage constitué de 12 millions de kilomètres carrés englacés et de 3 millions de kilomètres carrés de banquise permanente, où les températures estivales passent légèrement au-dessus des 0 degrés, alors que les températures hivernales restent très sévères. Ce qui est important, c'est que globalement, on est dans des zones assez remarquables, puisque on est vraiment dans cette idée de zonalité dynamique. Le continent est l'espace où règne surtout le plateau oriental une certaine stabilité anticyclonique. Et autour de cet espace se trouve un domaine maritime plutôt dépressionnaire, générateur de vents, de tempêtes et de mers agitées, avec forcément de forts blizzards suivant les périodes. Enfin, concernant le climat subpolaire, on parle ici des îles et des archipels de l'Arctique qui bénéficient de températures un peu plus clémentes. La neige est bien évidemment abondante, mais ce climat, géographiquement polaire, en fonction de ses latitudes, reste climatologiquement parlant un peu plus clément, et c'est pour ça qu'on parle ici de climat subpolaire. On est dans une région bien évidemment polaire, mais avec un climat un peu plus doux que celui qu'on pourrait retrouver au pôle Nord même. Voilà ce qu'il en est donc de la répartition des climats et de ce premier climat, le climat polaire. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux autres types de climats, à commencer par le climat continental. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.